ce que vivent les soignants lorsqu'ils sont engagés dans des processus décisionnels dont l'objet porte sur l'interruption de traitement et de savoir comment s'élabore leur réflexion. En effet, si un cadre législatif est donné aux soignants, en aucun cas il ne définit leurs infinis gestes, leurs pratiques, leurs décisions. Il ne fait que les guider sans toutefois tout leur dire. Et dans ces décisions, où sont en jeu les questions d'interruption de traitement, répondre à la question pragmatique et nécessaire des soignants « que dois-je faire ?» n'a plus rien d'évident. Les codes de déontologie, qui signifient étymologiquement le discours sur le devoir propre à chacune des professions, les guidelines, les chartes, les protocoles, la médecine basée sur les preuves, ne suffisent plus. La loi, dans ce cas, nous montre le chemin, et même s'il est tortueux, il faut le reconnaître, il n'en reste pas moins praticable. À la condition, bien sûr, de ne pas faire une économie d'une éthique, car il ne suffit pas de suivre à l'évidence les prescriptions et les recommandations du code déontologique pour avoir une conduite éthique. L'éthique se vit et s'apparente à une épreuve, d'où le titre de mon propos. Il s'agit moins d'éprouver ou de subir la tension éthique que de trouver les ressources pour tenter d'y faire face dans ce qui se révèle être une dynamique d'action à la manière dont l'épreuve se surmonte ou se passe, comme pour un examen. Et parce que j'ai conscience qu'il est difficile parfois de définir ce qu'est l'éthique, c'est quelque chose qui revient souvent, il est utile de se souvenir de la définition du maître Aristote. Très simplement, il nous dit l'éthique, c'est la vie examinée et non point l'examen de la vie. L'examen nécessaire de la vie ne doit donc pas oublier la vie. L'éthique est une distance en ce sens qui est provisoire pour une meilleure présence au monde, pour mieux l'habiter. Alors tentons d'examiner la vie des soignants, de savoir comment ils tentent d'habiter ce monde où la loi autorise un acte qui n'est pas facile à envisager, celui d'interrompre un traitement. Alors pour le comprendre, je vous propose de revenir sur le cas de Chloé. Chloé était une jeune femme de 31 ans, victime d'un accident de la voie publique il y a 15 ans. Elle était tétraplégique et l'insuffisance respiratoire l'obligeait à une ventilation artificielle invasive par trachéotomie. Et puis Chloé, après une longue démarche, une longue discussion avec sa famille, ses proches, ses soignants de proximité et aussi avec son médecin traitant, a choisi de ne plus vivre et donc a exprimé le souhait d'arrêter sa ventilation. Et alors que nous étions réunis en réunion pluridisciplinaire, ce qu'on appelle chez nous les staffs, pour discuter de cette situation, une infirmière a pu dire ces mots « je ne veux pas être là ». Et ces mots ont sans doute une signification, signent une révolte en son fort intérieur, et il nous faudrait comprendre ces mots pour savoir ce qui se joue. Alors sans doute existe-t-il un rapport avec ce que les soignants doivent assumer comme exigence contradictoire, inhérente aux grands principes éthiques que vous connaissez tous, auquel le professeur Samin est revenu tout de suite, et aussi à la loi. D'abord entre l'autonomie, c'est-à-dire la liberté pour le patient de refuser un traitement et l'interdit de tuer, et puis ensuite entre la bienfaisance, prendre soin du plus vulnérable, et la non-malfaisance, ne pas nuire, l'interdit de l'obstination déraisonnable. Alors de toute évidence, il s'agit d'un acte difficile à envisager, notamment parce qu'il n'est pas perçu comme un soin selon le répertoire des valeurs et des pratiques soignantes. Mais que disent ces mots « je ne veux pas être là » de la condition soignante face à ce que la loi met en miroir, l'arrêt d'une technique par la main soignante qui provoquera inconditionnellement la mort. Alors il n'existe pas de facilité pour penser ces questions, ni d'évidence. Et je voulais revenir sur le concept de visage, selon Emmanuel Lévinas, philosophe que sans doute vous connaissez. Pour lui, pour Lévinas, le visage n'est pas la face physique, la figure que je rencontre. Il n'exprime pas sa fonction sociale, il n'est pas la caricature. Donc on pourrait dire il a une tête d'éthylotabagique, comme on peut l'entendre à l'hôpital. Non, pour lui, le visage est apparition. En ce sens, il nous dit que ce qu'on doit lire sur le visage d'un autre, c'est un appel à le protéger. Je le cite, « La relation au visage est d'emblée éthique. Le visage est ce qu'on ne peut tuer, ou du moins dont le sens consiste à dire « tu ne tueras point ». Qu'est-ce qu'on peut en conclure par rapport à la situation de Chloé ? Qu'il est de cette constante que le visage parle au soignant, lui rappelant sa vocation première, son devoir, prendre soin de la vie. Le visage est en ces termes une résistance éthique au meurtre, à l'euthanasie et aussi à l'interruption de traitement. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Alors face à pareille mise en abîme, le piège pour le soignant, ce serait
de rester dans une posture immobiliste qui consisterait à ne pas choisir entre le visage de Chloé qui dit protège-moi, protégez-moi, protégez ma vie, et puis sa parole qui nous dit moi, après mûre réflexion, je ne veux plus de ce respirateur. Alors comment est-il possible de transgresser ce commandement qu'impose le visage, cette loi morale en matière d'interruption de traitement qui d'emblée l'interdit? Une façon d'agir consisterait déjà à se penser comme responsable vis-à-vis de Chloé, si tant est qu'il faille définir quel type de responsabilité est convoqué ici. C'est un deuxième philosophe qui aide à répondre à cette question, Hans Jonas, par son idée de la responsabilité naturelle. Il prend exemple de la responsabilité parentale, qui définit comme l'archétype intemporel de toute responsabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, cette responsabilité naturelle? Pour lui, pour Lévinas, qui oblige, c'est la vie en soi. Et il prend l'exemple du nourrisson pour nous l'expliquer. Ce n'est pas le visage, cette fois-ci, mais la respiration, le souffle du nourrisson, comme signe de la vie qui nous commande de s'occuper de lui, d'assumer sa vulnérabilité, sans même qu'il y ait besoin d'amour ni d'affection. C'est là toute l'originalité de la pensée de Lévinas. Donc c'est bien le souffle, et non même l'amour, qui nous commande, qui nous oblige. Le parallèle avec Chloé et son respirateur est saisissant. Le soignant peut être pris du même type de responsabilité du parent envers son enfant. Tout se passe comme si la responsabilité naturelle l'emportait en regard de l'extrême vulnérabilité, l'extrême fragilité de Chloé. Cette responsabilité naturelle se présente et s'impose d'elle-même pour protéger le bien que les soignants ont de plus cher, la vie, bien sûr. Or, la vie ne peut être réduite à son organicité, c'est ce que nous dit Chloé, qui est tétraplégique. Elle aurait souhaité avoir des enfants, avoir un mari, elle nous disait ce n'est pas possible. Donc la vie ne peut être réduite à son organicité, on ne peut ignorer sa dimension qui concerne sa réalisation. C'est une distinction que les Grecs faisaient entre zoé, la vie organique dans son organicité, et puis bios, la vie dans sa réalisation. Qu'est-ce qu'on peut en retirer de cette analyse? C'est que le soignant doit être aussi capable d'aller au-delà du sentiment de responsabilité naturelle pour pouvoir penser ces questions d'interruption de traitement dans une réflexion aiguë, singulière, ce qui implique de penser une responsabilité qui engage le soignant vers l'avenir, dans ce qui correspond à une charge que l'on assume, un poids que l'on prend sur ses épaules, comme l'énonce un autre philosophe que vous connaissez aussi sans doute très bien, Ricoeur. Le soignant doit finalement assumer une tension entre ce que cet agir requiert, c'est-à-dire une aptitude particulière, un effort qui n'est pas inné, une responsabilité qui l'engage, et le face-à-face avec autrui dont l'abstraction de la signification du visage, comme signe de la vie à protéger, est éminemment difficile. Mais ce type de responsabilité, singulière, aiguë, est une voie qui reconfigure les territoires, aménage un espace véritablement où le soignant ne succombe pas à un commandement, à un impératif, mais où il devient acteur, où il peut faire des choix et prendre des décisions, dans ce qu'on appelle l'autonomie, finalement. Il s'agit donc ici de rompre avec une éthique de conviction basée sur les principes et les valeurs qui consisterait à dire « moi je ne fais pas ça, dans le service on ne fait pas ça ». Non, il faut d'abord s'interroger de façon singulière, de la même manière que chaque situation, chaque personne est singulière. C'est ainsi qu'il peut se consacrer à la question, je pense, de l'interruption de traitement, en acceptant d'abord d'envisager l'ensemble des conditions de possibilité, les possibilités de faire, de ne pas faire, pour X ou Y raison. Alors, je vais m'arrêter ici, parce que ça permet d'ouvrir un peu le débat, et puis on pourra continuer sur cette réflexion et cette histoire singulière pour un peu de comprendre comment le soignant peut assumer cette responsabilité.